J'ai connu Herbert il y a 30 ans, dans les régions montagneuses du Guatemala. Nous tournions un film sur la production du café et sa famille, qui vivait sur une plantation dans la montagne, nous a permis de filmer leur vie quotidienne pendant quelques jours. Nous avons gardé des relations amicales et chaque voyage au Guatemala, à peu près chaque année, était l'occasion d'enrichir ces relations. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous retrouvons Herbert à la capitale, au Salon international du livre. Le livre, pour moi, c'était la vie, c'était la construction de mon chemin, de mon histoire, parce qu'ils m'ont expliqué un peu qu'il n'y avait pas juste le monde où j'existais, mais il y avait beaucoup plus après. Et donc voilà, et surtout parce qu'ils m'ont accompagné tout au long de ma jeunesse, de mon adolescence et jusqu'à maintenant, bien sûr. C'était grâce à toi qui m'avait offert mon premier livre, c'était Zarathustra, le livre du grand philosophe Nietzsche, qui m'avait accompagné tout au long de ma vie, et je pourrais dire qu'il m'accompagne encore parce que voilà, ça m'a marqué ma manière de questionner le monde. Je me suis retrouvé, on pourrait dire, avec un ami. Voilà, Zarathustra pour moi c'était un peu comme un ami qui m'accompagnait, qui m'aidait à réfléchir sur mon expérience de vie. Parce que lui, il avait aussi vécu un peu loin de la civilisation. Et c'était un peu mon expérience aussi, parce que je vivais en fait dans la montagne, quoi. Lui, il organise des conférences, des personnages qui présentent leurs livres. Je l'apprécie énormément parce qu'il présente des livres alternatifs, des livres qui parlent de l'histoire du Guatemala, de la lutte sociale principalement. La lutte sociale, une lutte qu'il connaît trop bien. Comment Herbert a-t-il pu lutter pour échapper au destin que lui imposait la société, pour échapper à l'extrême pauvreté qui le condamnait à vivre à Solola? C'est là, Solola. C'est là où il y a le lac d'Atitlán, c'est là où j'ai grandi. C'est plus pareil. Avant, c'était au naturel. Tout ça, ça n'existait pas. Les balançoires, les décorations. On y venait avec Denis. Quand on terminait le travail ou on terminait la cueillette de café dans l'époque. Pour moi, venir chez moi, c'est ça. C'est le lac et le volcan. J'avais peut-être 5 ans. Mon père cherchait du travail et donc on a déménagé à Pachú. C'est dans la finca où j'ai grandi la plupart de ma vie, ici à Solola. On s'était installé dans la finca. Bon, en fait, c'était toujours dans la montagne et c'est une finca de café. Et donc, mon père avait trouvé ce travail-là comme ranchero. Et un ranchero ici, c'est quelqu'un, à l'époque, c'était quelqu'un qui venait s'installer dans la finca avec toute sa famille et qui faisait sa vie dans la finca. Et donc, pour pouvoir nous installer, donc mon père a dû improviser une petite construction de maison, un type de maison en bois, en attachant avec des fils, avec des cordes, des morceaux d'arbres, de bois. On était directement sur le sol, on dormait sur le sol. Et donc quand il pleuvait,
c'était vraiment impossible. C'était la montagne. Donc souvent on voyait des serpents qui passaient par exemple, et des rats, des souris. Tu étais complètement dans la nature, tu étais exposé à la nature parce que quand il pleuvait, il y avait des problèmes. Quand il faisait trop froid, il y avait des problèmes. Quand il y avait beaucoup de vent, il y avait des problèmes parce que parfois on restait sans le toit. Dans la finca, on avait très peu d'eau pour commencer. On n'avait aucun système sanitaire et surtout qu'on n'avait pas d'électricité. Quand tu vis comme ça et quand tu n'as pas, on pourrait dire, t'as pas l'idée d'une autre option, tu vis. Et il y a un moment où peut-être que tu l'acceptes aussi. Tu veux apprécier ce que tu as. Et donc là, pour nous, c'était ce qu'on avait. Et c'était dur évidemment, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les quelques jours de vie quotidienne partagés avec la famille d'Herbert m'ont fait prendre conscience de l'extrême pauvreté dans laquelle ils vivaient. Et très vite, un lien d'amitié s'est créé, un lien qui n'allait pas se rompre au fil des années. Mais je constatais aussi combien la beauté des images cachait la souffrance et gommait la misère. On a vécu pendant minimum 15 ans, 20 ans de notre vie dans des conditions que je ne souhaiterais à personne. C'était pas vraiment une maison, c'était tout simplement une improvisation de maison, pour qu'on ait l'idée d'être protégé. On était directement par terre. On dormait sur le sol et donc quand il pleuvait, ça rentrait directement dans la maison. Comment la simple idée de pouvoir changer sa vie pouvait effleurer des enfants condamnés à vivre une sorte d'esclavage dès leur plus jeune âge. Comment simplement imaginer ne pas reproduire les seules conditions de vie qui leur sont proposées. Le plus injuste dans ma manière de percevoir les choses. J'étais content parce que j'allais à l'école, ma mère m'aidait, elle travaillait dans la finca et en même temps, en revenant du travail, elle devait continuer à faire les tâches de la maison. J'ai vu les injustices dès que j'étais très petit. Quand il y avait la collecte de café, nous étions, pour le dire d'une manière, obligés d'y aller.
C'est là où je vois que c'est vraiment difficile, c'est vraiment triste. Parce qu'on ne m'a pas donné... je ne veux pas dire que mes parents étaient méchants, mais ils ne m'ont pas donné l'opportunité de vivre mon enfance. Quand j'avais 4 ans, quand j'avais 3 ans, j'étais obligé de garder mon frère. Je croyais que c'était une obligation à moi de protéger mes frères et sœurs. Et c'était ça le plus difficile à mon avis que j'ai vécu. Parce que je devais m'étudier, je devais faire attention à mes frères et sœurs. Et je devais aussi m'occuper des tâches de la maison. Je ressens encore l'air, les arbres, les pas qu'on donnait sur les feuillages sèches des arbres, tout ça, parmi on va dire les arbustes de café. D'un côté, il y a des souvenirs que je me dis, mais comment j'ai pu faire ça, j'ai pu surmonter ces situations-là. Mais d'autre côté, je vois aussi des gestes de ma mère, par exemple. Parce que je me souviens très clairement de quand j'étais à l'école en primaire. Je me souviens que ma mère m'aidait à faire les devoirs. Mais c'est vrai que c'est des gestes qui te montrent du côté de ma mère qu'elle avait aussi envie, qu'elle avait aussi l'intérêt que j'apprenne quelque chose. J'ai grandi petit à petit et j'étais obligé automatiquement, je devais travailler comme tous les gens de la finca. Jusqu'au point que mon père, quand j'avais commencé à étudier la secondaire, la première année de secondaire, mon père me disait, tu travailles, tu vas à l'école. Tu ne travailles pas, tu t'oublies de l'école. Étudier pour lui, ce n'était pas quelque chose d'important. Étudier pour lui, c'est pour des personnes paresseuses. C'est ce qu'il me disait. Tu vas faire quoi à l'école? Tu vas te balader, tu vas socialiser avec tes amis au lieu de travailler, au lieu de faire quelque chose de positif, de constructif, de bien pour toi et pour ta famille. Toi, tu es fils de quelqu'un qui est paysan et qui est pauvre et qui travaille la terre. C'est ce que tu feras. Mais avec la secondaire, je pense qu'il y a eu quelque chose qui m'avait... J'avais peut-être 10 ans, commençant l'âge de 11 ans à peu près. J'ai commencé à découvrir la lecture. J'ai commencé à avoir un peu plus d'éléments de réflexion. Et je pense que c'était le moment. C'était le moment où je me suis dit non, je dois faire quelque chose pour changer ma réalité, ma condition de vie. Parce que je ne vais pas accepter que seulement les enfants des riches puissent avoir accès à l'éducation. Il y avait un groupe de professeurs avec une vision assez sociale,
pour que les gens, évidemment les plus pauvres, puissent continuer à étudier sans bouger de leur colonie, de la colonie Pamporila. Et le grand avantage, c'est que c'était dans l'après-midi. C'était l'après-midi et je pouvais alors travailler dans la finca, pouvoir payer mes études et étudier dans l'après-midi. Donc j'ai dû parler avec mon père, de lui convaincre que c'était bien, que c'était important pour moi, que je ne voulais pas arrêter mes études, mais qu'en même temps je pouvais travailler. Je pouvais travailler comme toutes les personnes qui n'étudient pas dans la finca. Heureusement, et là je veux le dire tout le temps, heureusement qu'il y a eu toujours quelqu'un qui voyait peut-être l'envie que j'avais de changer ma condition de vie, ou au moins que je voulais faire vraiment ce dont je parlais. Je parlais de mes études. Peut-être que les gens voyaient en moi que je voulais vraiment. Donc, c'était au moment où je vous ai connu. En discutant avec Herbert, en observant sa manière d'être, j'ai compris son intérêt pour l'école et son ardent désir d'étudier. Sans savoir que nous allions devoir braver l'opposition de son père, nous avons décidé de l'encourager et de soutenir ses efforts. Yo estoy en quinto grado. Gané el quinto grado y el año entrante voy a estar en sexto. Y si gano sexto, voy a entrar en el básico. Pero si Dios nos da la vida más. Y si gano los sextos, el sexto grado, voy a pasar en el básico. Cuando crezca yo, quiero trabajo así en los pueblos, en tu trabajo de doctor, de cualquiera lo que es, pero en el campo no más. Es muy duro, ahí hacen deslumbrado y todo. Y lo que me gusta es el doctor, enfermero y otro estudio más lo que... Pedimos a Dios que sí, Él nos va a ayudar y Él nos da más vida, ¿va? Buscando qué forma vamos a pasar con Él. Sí. Et c'était le moment où l'administrateur de la finca se rendait compte aussi que je voulais vraiment étudier. Et que de quelque manière, pour lui, c'était pas quelque chose de très nocif que ce que mon père voyait, ou que ce que les parents des enfants qui vivent dans la campagne, à la campagne, le voient. Parce que pour eux, c'est vrai que c'est une perte de main-d'œuvre. Et donc, si un enfant étudie, c'est une perte de main-d'œuvre. Tandis que l'administrateur de la finca, peut-être qu'il le pensait. Mais j'avais déjà, je vous connaissais déjà à vous. Vous avez un contact avec lui. Lui, il savait qu'il y avait quelque chose, s'il me permettait de quelque manière que j'étudie, il y avait une sympathie. Et je me souviens, et je le remercie énormément parce que il venait, il disait, tiens, je t'ai retrouvé une tarea pas dure pour que tu ailles te balader à l'école. Je pourrais dire que chaque étape de ma vie scolaire représente aussi une étape de lutte. Une étape je termine une étape scolaire ici
Et je ne savais toujours pas si je pouvais continuer. Les gens disent, le gouvernement même dit, l'éducation est gratuite. Tout le monde a le droit à l'éducation. Oui, mais pas tout le monde a la condition pour étudier. Pourquoi on n'analyse pas un peu plus que le fait de dire que l'éducation est gratuite? Moi-même, j'étais presque convaincu que je ne pouvais plus. Parce que étudier après la secondaire, ici dans la région, c'était quelque chose que presque impossible. De retour en France, nous avons organisé une collecte qui a permis à la famille de sortir de la montagne et d'acheter un petit terrain pour s'installer dans la communauté maya de Chejuyu, où se trouvaient quelques membres de leur famille. Mais les conditions pour poursuivre des études secondaires n'étaient pas réunies, aucun lycée n'existait à proximité. La seule option, c'était un institut de baccalauréat par maturité. Il y avait beaucoup de guerrilleros qui s'étaient réinstallés chez eux et qui voulaient continuer à étudier. Donc il y avait voilà, l'institut avait commencé pour offrir des formations à ces gens-là spécifiquement. Mais le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas l'âge. À l'époque, j'avais 15 ans. On nous avait raconté qu'il y avait un secrétaire dans la mairie et qui faisait de fausses identités, de fausses cartes d'identité qui montraient voilà, que tu avais plus de 18 ans. Et avec cette carte-là, je m'étais inscrit à l'institut avec l'âge de 18 ans. J'avais 15 ans avec des personnes de 35, de 40 ans, de 50 ans même. Mais j'apprécie énormément parce que je parlais sans problème avec des personnes qui avaient 40 ans. Et j'apprenais d'eux. Et ça m'a enrichi tellement mon expérience de vie que c'est pour cela peut-être que je suis devenu sérieux avant d'être adulte. À la fin, j'étais très content de pouvoir étudier le baccalauréat. Qu'avec cela, je pouvais après étudier à l'université. Mais ça n'a pas été le cas automatiquement. Je n'avais pas les moyens de continuer à étudier. Je ne pouvais pas m'inscrire à l'université. Je ne pouvais plus rien faire encore une fois. Aller à l'université, c'était devoir se confronter à la ville, changer de vie. C'était découvrir un autre monde, un monde totalement inconnu, un nouveau monde. Bon, la première fois, c'était avec vous. C'était un peu difficile parce que je connaissais absolument rien. No entiendo por qué en medio de los dos carriles. Que de una vez se pase esa cosa ahí porque aquí ya está bloqueado. J'ai lu un grand panneau qui disait qu'il recrutait des gens pour travailler comme policier privé. Et donc c'était comme ça que j'avais eu mon premier travail ici à la capitale. Bueno, después de un año, más o menos, un poco menos de un año de haber trabajado en la empresa de seguridad, yo sentía que eso no funcionaba. Entonces decidí regresarme a Chejuyu. Y en Chejuyu me encontré con otro señor que me dijo que en la empresa donde él trabajaba había trabajo. Volví y entonces empecé a trabajar en la maquila, en la Roosevelt, haciendo corte, cargando tela, de todo, ¿verdad? Durante un año y medio más o menos. Pero entonces yo lo que quería era estudiar.
y buscar un trabajo que me permitiera poder seguir mis estudios. Sin embargo, en las maquilas yo estaba convencido que no podía hacer eso. Entonces lo único que hacía era trabajar y ayudar a mi familia. Yo sabía que mi familia vivía en pobreza y que había muchos problemas de alimentación, de educación para mis hermanos, de todo. Pero pienso que sí es bueno que puedas trabajar y pagar tus estudios en vez de ayudar a tu familia. Es cierto, tu familia tiene necesidades. El gran problema de los jóvenes pobres es eso, es escoger entre su familia y su futuro, el futuro que quisieran, el futuro que posiblemente a ellos les interesa. Muchas veces nos responsabilizan también. Además, como eres el hijo mayor en la familia, tienes la obligación de apoyar a tu familia. Creces con esa responsabilidad y te dicen que tú tienes que hacer eso. Esa trampa de la forma de inculcarte la responsabilidad te quita también la posibilidad de pensar en ti, de construir tú mismo tu futuro. Bueno, mi familia no me puede ayudar, entonces yo busco la forma de salir adelante yo mismo. Un peu, oui. Mais le pire, c'est que cette Shira, elle finit jusqu'au 23. 23. Finalement, c'est loin de la montagne, loin de son village, loin de sa famille, loin de ses frères et sœurs, que Herbert va tenter de construire une nouvelle vie. Il y a des croissants là-bas aussi. Mais c'est pas pareil. No, c'est pas pareil, mais ça se ressemble. Un día yo iba caminando para el trabajo y cuando veo todos los compañeros enfrente de la fábrica gritando que abrieran la puerta y solo los policías armados estaban diciendo que no, que la maquila estaba cerrada porque estaba en quiebre y que tenían que irse. Me regreso a Xejuyú para ver la forma como trabajar un poco allá nuevamente, tener un poco de dinero y volver y ver la forma como seguir hacia adelante. En ese momento yo no miraba ninguna posibilidad de estudiar. Cada vez que yo terminaba una etapa de mis estudios, nunca sabía si podía seguir estudiando. Simplemente yo decía, bueno, se acabó. Pero en Xejuyú, el administrador de la finca donde trabajábamos antes, en Pachú, me estaba buscando, diciendo que unos amigos habían venido para visitarme, para saludarnos a mi familia y todo. Y estos amigos pues me traían una sorpresa. Y la sorpresa era que al parecer la película documental sobre el café, donde mi mamá, mi familia y todos nosotros habíamos participado, había ganado una especie de beca o una colecta que me habías comentado, y que tú me querías dejar ese dinero a mí directamente, pero con la condición que yo estudiara. Y yo decía, bueno, por supuesto que sí, yo lo que quiero es estudiar, que para mí era el sueño, el motivo más grande para hacer algo. Con la beca, yo ya no mandé dinero a mi familia, pero también me quitó la responsabilidad de pensar, bueno, tengo que trabajar para mandar el dinero, sino la responsabilidad era
estudiar. Cambió completamente digamos como mis objetivos cambiaron. Ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai arrivé à voir et ce que je suis maintenant, c'est grâce à beaucoup de monde. Ici, là, les petits détails, les petits mots, les petits conseils, les accompagnements des amis comme toi, comme Liliane, comme mon ami dont je t'ai parlé, l'administrateur de la finca, qui était un administrateur, qui était l'image aussi de quelque manière de l'autorité, de la répression, de l'exigence de travailler, de rester dans la finca. Lui-même, pour moi, cela signifiait quelque chose à un moment donné. Qui de quelque manière me permettait, tu peux le faire, hein, tu peux étudier, travailler, étudier en même temps, tu peux le faire. Ya cuando empecé a estudiar en la universidad, que también era un mundo, para mí era un mundo completamente diferente al mundo de donde yo venía. Para mí era enorme, era impresionante. Quizá para los capitalinos, los jóvenes capitalinos que crecieron dentro de todo esto, para ellos es normal y están mejor preparados que nosotros, los que venimos del campo. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer día la primera vez que yo llegué a la universidad, yo tenía miedo de caminar en la universidad porque tenía la impresión de perderme y tenía miedo de sentarme a la par de las personas, preguntar algo, con el miedo que me respondieran mal o que no entendieran lo que yo les estaría preguntando. Y todos esos pequeños sentimientos son los que hacen que te retractes y que no tengas la misma actitud que las personas que están acostumbradas a vivirlo. Cuando una persona tiene tanto miedo de hacer algo, lo que prefiere hacer es no hacerlo. Además del gran problema que nosotros tenemos de enfrentarnos a la ciudad, a la nueva vida de la ciudad, también tenemos el problema de la preparación académica. No nos dan la misma preparación académica que a los que viven en la capital. Y entonces la lucha no es solo de lidiar con la vida capitalina, sino también el hacer el mayor esfuerzo para poder llegar a la universidad, estudiar lo mismo que todos. La Universidad de San Carlos fue una institución muy importante para la lucha política, para la lucha social, para la justicia social. La mayoría de personajes que han aportado mucho para la justicia social en Guatemala han sido estudiantes de la San Carlos. Nos muestran la realidad del país. ¿Y cuál es la realidad del país? Que hay una gran desigualdad. Y no solo económica, hay una gran desigualdad social, política, cultural, educativa, de salud. Hay una gran diferencia, hay una gran desigualdad. Entonces, la diferencia es que en la San Carlos tratamos los temas y no precisamente porque la San Carlos sea de izquierda, sino porque la San Carlos es del pueblo. La San Carlos es la única universidad nacional. Entonces, hasta cierto punto, los que llegamos a la universidad, llegamos más o menos en diferentes niveles, pero más o menos en las mismas condiciones. En la universidad yo encontré muchos amigos. El problema es
principalmente son, digamos, como los hábitos. Habían compañeros que tenían formas un poco distintas de ver las cosas. Entonces yo confiaba tanto en los compañeros que hacía, pero al parecer algunos compañeros tenían hábitos un poco extraños, malos, digamos. Pero como yo venía de un pequeño pueblo, casi que de la montaña, yo no podía ver todas esas intenciones del ser humano, de las grandes ciudades. Y obviamente poco a poco me fui dando cuenta de muchos detalles más. Y yo no sabía, por ejemplo, que el hecho de ser indígena, por ejemplo, fuera un problema, fuera una dificultad. Yo no tenía conciencia de eso. No tenía conciencia de eso. Y yo creo que es precisamente por eso es que actualmente yo pienso que el hecho de identificarme como indígena, más que algo negativo para mí, es algo que me da un valor, porque me da una identidad, y es mi identidad. Pero ante la sociedad guatemalteca, el sistema guatemalteco, más que la sociedad guatemalteca, el sistema guatemalteco es un problema. Y no lo estoy diciendo yo solo por querer decirlo, sino durante la historia de Guatemala, sí ha sido así. El hecho de ser indígena es un problema. Maintenant, je connais beaucoup plus qu'avant. Mais c'est pas parce que j'aime conduire, c'est parce que... Voilà. Estoy en el mundo de mi trabajo, en el mundo de lo que a mí me gusta hacer, porque eso también es importante. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? A mí me gusta estudiar, leer, escribir poemas, pensamientos. Eso es lo mío. Y aquí eso es lo que hago. Aquí enseño, doy clases. Y eso me hace leer, me hace formarme, seguir formándome. Nunca he dejado de estudiar. Si podemos llamarlo mundo, sí, estoy en mi mundo. En el mundo que yo quiero, que siempre quise tener. El mundo de tener siempre acceso a la lectura, al conocimiento, a leer, a instruirme. Ese es el mundo que yo siempre había querido. Y es el mundo por el que yo luchaba cuando me decían que no podía hacerlo. Cuando me decían, es que eso es solamente para los hijos de las personas que tienen dinero y que pueden pagar. Tú no puedes pagar eso. ¿Dónde vas a sacar tanto dinero para estudiar? Y yo decía, pero no todo es dinero. Por supuesto, era inocente. Porque desafortunadamente sí se necesita dinero para poder hacer algo en este sistema en el que vivimos, desafortunadamente. El problema aquí en Guatemala es que desafortunadamente nos enseñan desde al más pobre hasta el más rico pensar solo en el dinero. Los pobres buscan eso y creemos que esa es la solución. Y los ricos solo piensan en cómo hacer dinero cada vez más con las empresas, explotando a los pobres. Dinero y agrandar cada vez más sus empresas. No van a pensar en la gente pobre. Al contrario, si hay mano de obra, mejor. No les interesa que un pobre esté bien.
Actualmente llevo 24 años de estar viviendo en la capital. Durante 24 años yo he aprendido muchísimas cosas y he entendido muchas cosas y puedo entender la forma de la vida cotidiana de la gente de la capital. Y hay muchas cosas que no me gustan. Aquí la gente te juzga inmediatamente. A mí la gente me juzga por mi color de piel. La gente me juzga por la forma como hablo, inmediatamente. Por supuesto, yo no voy a tener la misma relación con las personas, digamos aquí en general, que con las personas de Xejuyú, porque tanto la gente de aquí como la gente de Xejuyú tienen sus formas de vivir. No, porque poniendo mía. Cuando yo voy a Xejuyú, la gente no me ve igual y piensa, como vivo aquí en la capital, piensa que no voy a comer tortillas, por ejemplo, o que ya no pueda platicar o compartir con las personas de Xejuyú. La gente hace esos bloqueos. Tal vez no es como doble persona, sino sentirse un poco extranjero. Sentirse un poco extranjero en ambos lados. Dès que je prends la route de Cocales, c'est comme un sentiment de dire « Ah, j'arrive chez moi ». Je ne sais pas si j'ai deux maisons ou j'en ai pas. À Xejuyú, là, je sais que j'arrive, que je reviens chez moi, que je suis avec ma famille, on passe un bon moment et tout cela, on parle de la vie, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Mais c'est pas toujours chez moi. Mais à la capitale, même si c'est là où je fais, toute ma vie, je sais que c'est pas chez moi. C'est pas ma maison, c'est pas. Mais c'est là où je fais ma vie. Donc à la fin, Xejuyú c'est plus chez moi, mais là où je vis maintenant, ce n'est pas non plus chez moi. Moi je dirais chez moi, c'est plutôt là où je suis. Là c'est déjà, comment on dit, c'est déjà ma terre. Je suis toujours heureux quand je viens ici, je suis, mais c'est une joie que je peux même pas décrire. On est en train d'arriver sous le volcan d'Atitlan. Moi j'ai grandi toujours avec les paysages des volcans. Tu te lèves, tu vois les volcans, tu te balades, tu vois le volcan, ça fait partie de la vie quotidienne. Et cela te rappelle que tu fais partie de la nature, que c'est elle qui te donne, qui te permet, qui te protège. Quand on dit la mère terre, on parle de la terre en soi-même, là où on cultive, mais c'est aussi les arbres, les montagnes, l'eau, les vents et tout cela, ça fait c'est l'ensemble de la nature. Quand les Mayas disent la mère terre, ils parlent de tout et tu fais partie de la nature aussi. Tu vois, tu es nature. Et c'est pour ça que dans la pensée maya, ou dans ma pensée à moi particulièrement, je ne suis qu'une petite partie de la nature
Mais la ville, c'est une manière de s'éloigner de ce qu'on est vraiment. Tandis qu'ici, dès que tu es en train de te submerger dans la nature, sous les volcans et tout ça, ça change même ta manière de percevoir la vie. Je ne suis pas un autre, mais ça me change l'esprit. Alors ici c'est l'entrée de Chikuyu. On y est arrivé. Le problème, c'est que les gens jettent tellement d'ordures que c'est difficile de maintenir, comment dit-on? Vous voyez, il y a des... Il y a déjà des grains mûrs. Ils n'ont pas encore recueilli. Voilà. Pour préserver son sentiment d'appartenance à la communauté de Chikuyu, Herbert s'est fait construire une petite maison en bois dans laquelle il aime se retrouver. Voilà. Voilà, les citrons. C'est impressionnant, hein? C'est un avocat. Ça c'est de là, je crois. C'est bon. C'est le fameux sapoté, c'est l'arbre. Moi je donne des cours parce que j'aime donner des cours, mais pas pour faire spécifiquement de l'argent. La première chose que fait Herbert lorsqu'il arrive à Chikuyu, c'est d'aller voir sa famille, d'aller voir ses frères et sœurs qui, malgré quelques tentatives, n'ont pas eu la possibilité de changer leurs conditions de vie. Un retour vers la famille qui est toujours l'occasion de se remémorer quelques souvenirs d'enfance.
haut, il y a la plantation de café où on travaillait quand j'étais petit. Voilà. Je te parle d'il y a combien 25 ans, 26 ans à peu près. Ou un peu plus, 30 ans. Et derrière on peut dire cette montagne-là, il y a encore une grande chaîne de montagnes et il y a aussi de café. Et pour y arriver, tu devais marcher au moins 1h30 et après entrer dans la montagne comme ça, dans les plantations. Et donc le plus de gens ont travaillé, le plus on gagnait un peu d'argent et c'était le seul moment de pouvoir faire un peu d'argent parce que pour la récolte du café, c'est vraiment un moment où les familles pouvaient en profiter un peu et mettre un peu d'argent de côté pour le reste de l'année. La récolte du café, ça symbolise aussi pour les familles pauvres un moment de joie. C'est contradictoire, mais c'est un moment de joie parce que tout le monde collabore pour apporter quelque argent de plus dans la famille. Et donc c'est l'époque aussi d'acheter les vêtements pour les fêtes de Noël. Tu ne vas pas être triste en travaillant, sachant que tu vas avoir quelque chose de positif. Et même si l'enfant dans la campagne est en train d'être exploité, moi je savais que c'était pas juste pour moi de devoir travailler, de devoir courir derrière mes parents pour avoir un cadeau, on va dire, à la fin du mois ou pour les fêtes de Noël. Peut-être que je ne le qualifiais pas comme injustice, peut-être que je n'utilisais pas les mots que j'utilise maintenant, mais je savais qu'il y a une différence, je savais qu'il y a une injustice. No, la J'ai essayé de faire que mes autres frères et sœurs puissent aussi étudier. Je pense que le problème, c'est ça, qu'ils n'ont pas retrouvé l'appui, le support que j'ai eu de quelque manière de tous les gens. Malgré nos efforts et malgré l'aide des Berbères, les frères et sœurs n'ont pas réussi à contrarier le cercle de la reproduction sociale. Les soutiens n'ont pas suffi en face du poids de la société. Eux, ils sont contents quand je reviens, ils sont contents quand je leur raconte des histoires, quand je leur raconte mon histoire, mais je pense qu'ils se retrouvent un peu éloignés de mon expérience de vie aussi. Herbert, de son côté, était aussi poussé par la violente relation qu'il opposait à son père. Moi, je n'aime pas mon père. Je ne l'aime pas. Je me souviens des batailles, mais des très fortes batailles qu'on avait, mon père et moi. On se disputait jusqu'au point qu'il voulait tout le temps me blesser, me frapper. Il le faisait, il prenait quoi qu'il trouvait, il me le jetait dessus. Et je lâchais pas. Et je disais à chaque fois qu'il me faisait ça, je disais non, je ne vais pas arrêter.
je ne vais pas arrêter parce que je ne vais pas lui faire plaisir. C'est curieux parce que normalement les enfants respectent leurs parents. Mais je voyais le prix de respect là. Le prix du respect, c'est de m'oublier de ce que je voulais faire. Et si le prix de ne pas respecter, c'était que je puisse continuer à étudier, donc je ne respectais pas. Más grande, sí, sí. Ese es lo chiquito, pues así no lo van a comer. No, se va a cascar su garganta. Ce qui se passe chez ma famille, c'est que comme je suis le seul qui étudiait, qui avait continué à l'université, moi j'ai l'impression que ma famille ne comprend pas très bien ce que je fais. Pour eux, c'est quelque chose de très loin. Parfois je viens, j'interviens un peu dans leurs discussions familiales, mais c'est pas comme avant. Lo que pasa es que es para saber porque a luz. Ya luz. Mantener. Ici, c'est même n'importe où, s'il y a des tortillas, c'est vraiment... C'est ça, quoi. Mais en France, c'est vrai que moi, je n'ai aucun problème avec avec les baguettes. C'est comme... Ouais, c'est comme les tortillas pour moi. Gila sana. Video trong volcán. Chimpian. Pour surmonter les conflits intérieurs caractéristiques d'un transclasse, Herbert doit aller puiser son énergie dans le territoire, dans le sol, pour nourrir et renforcer ses racines. Le retour à sa terre natale, mélange de sentiments contradictoires entre appartenance et incompréhension, signifie d'abord se reconnecter avec la nature qu'il a vue naître. Le retour à la terre natale, c'est aller chercher l'énergie du lac et des volcans. Peut-être que... Ah oui, il y a de l'espace par là. Voilà, pour moi, venir chez moi, c'est ça, c'est les deux images les plus fortes, c'est le lac et le volcan. Pour les gens, peut-être que cela symbolise le tourisme, tout ça. Non, moi, c'est chez moi, quoi.
c'est très important qu'il y ait toujours une réflexion de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de découvrir, pour ne pas s'écarter de sa culture, de ses racines. Parce que s'il n'y a pas de réflexion, tu risques de te perdre et à la fin tu te retrouveras complètement différent à ce que tu es. Et alors, on pourrait dire que tu perds ton identité. Moi, je peux pas m'imaginer autrement. Je suis toujours moi dans le contexte où je suis. Peu importe le contexte, je suis toujours moi. J'aimerais bien d'avoir beaucoup plus de livres dans ma langue, en kaqchikel, pour que d'autres gens puissent en avoir accès et de comprendre un peu de notre culture aussi. Et c'est vrai que ça m'identifie. Je me sens dans mon endroit, dans mon espace. Ça symbolise mes origines, ma culture, mes racines. Je suis tel que je suis maintenant grâce à mes racines. Même si tu es dans une culture, dans un contexte où tu parles une autre langue, comme en ce moment, je suis en train de parler en français, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas celui que je suis en moi-même. Mais c'est tout simplement que je m'ouvre à d'autres contextes, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres manières de penser. Mais je suis moi, en tant que maya, en tant que kaqchikel, qui s'ouvre au monde. La lucha que yo tenía era tener la oportunidad de hacer lo que muchos me decían que no podía yo hacer por ser hijo de pobres, por ser hijo de campesinos, por haber nacido en un pueblo, en el campo, en la montaña. Eso yo no lo aceptaba. Con ese sistema de reproducción del círculo vicioso y de repetir y de repetir y de repetir siempre lo mismo, no es así. Tiene que parar en algún momento. Y bueno, nuestro trabajo es pararlo, es detenerlo. A mí me decían que yo era hijo de campesino y que tenía que ser campesino, y mi padre me lo repetía cada vez que él tenía la posibilidad de decírmelo. ¿Por qué te tienes que quedar en lo que ellos dicen que tú te mereces? Dicen, bueno, pero en el sistema capitalista, todas las personas son libres. ¿Acaso no? Todos son libres de hacer lo que quieren, de soñar, de construir lo que quieren. Yo puedo, siendo hijo de un campesino pobre, puedo soñar, puedo aceptar que soy libre, pero mis condiciones económicas no me van a permitir ejercer esa libertad del que hablan. Entonces no pueden decirme, es que ustedes son libres, si ustedes quieren lo hacen, pero las condiciones no son las mismas. Claro, hay educación gratuita en Guatemala. Sí, pero la educación gratuita no es solamente la educación gratuita, es también que yo duerma bien en mi casa, que yo coma bien en mi casa, que coma dignamente, que viva dignamente, que tenga una casa digna, que la mayoría de la gente no la tiene, la gente pobre. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de tener los mismos derechos? ¿Cómo vamos a hablar de que todos, el sistema nos da a todos los mismos derechos, la misma libertad, las mismas oportunidades e incluso la educación? Es mentira. Y hay personas que vienen de condiciones tan pobres, tan inhumanas, y aún así lo hacen. Ahora, tenemos que aplaudir a esta persona que aún saliendo de las condiciones
sale adelante, de las condiciones de donde sale adelante, tenemos que aplaudirlo porque es un superhombre. Yo pienso que no hay necesidad de hacer eso tampoco. Es como decir, él pudo. Ya vieron que si él quiere, si una persona quiere, sale adelante. Bravo, qué inteligente eres. Las otras personas no son estúpidas, no son inútiles, no son imbéciles, sino porque quizá no tuvieron las oportunidades. Cuando quieres pero estás solo, no puedes. Cuando quieres y estás acompañado, es una maravilla. ¿Por qué hay que luchar tanto? ¿Por qué hay que pelear tanto para salir adelante? Yo me siento bien en lo que estoy haciendo y no he llegado a un punto que yo buscaba, pero sí he logrado hacer lo que he querido hacer y en lo que he logrado, en lo que he hecho, me ha permitido de tener una vida que está bien para un ser humano. Un ser humano necesita vivir bien.